Se parler. Quand on dit qu'on se fout de quelque chose, c'est qu'on ne s'en fout pas. Henri de Toulouse-Lautrec. Notre vie intérieure. Toutes ces pensées, tous ces souvenirs, ces images, ces dialogues avec soi-même. La petite musique du moi. Comment on se parle à soi-même. Lors des problèmes d'estime de soi, cette petite musique est hélas bien souvent et confuse et négative. Dialoguer avec soi, ce n'est pas qu'une image. Platon disait que penser, c'est se parler à soi-même. Notre vie intérieure est ainsi faite d'images, d'impressions, d'émotions et de pensées plus ou moins précises que nous produisons pour nous-mêmes. En l'absence de réponse, nous prenons peu à peu l'habitude de ne pas chercher à donner de forme précise à ces productions de notre esprit, dont nous sommes à la fois la source et le réceptacle. Clarifier ces murmures embrouillés et ces rumeurs intérieures, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine? On observe en général, lors des problèmes d'estime de soi, une occupation du terrain de nos pensées par des ruminations moroses ou défaitistes. Des pensées négatives et floues, pauvres, répétitives, à l'effet doucement délabrant, mais auxquelles on ne prête pas vraiment d'intérêt, dont on ne s'échappe que par la distraction, lire, regarder la télé, pour remplir notre esprit d'autre chose, ou d'un vide à tout prendre moins toxique. Dans ces moments d'automatisme mentaux et de pilotage automatique de nos états d'âme et de conscience, on ne pense pas vraiment, on se marmonne à soi-même. De vagues intentions que l'on baptise des projets, des ruminations floues que l'on nomme pensées. Le problème, c'est que ce murmure confus joue un rôle plus important que nous ne le croyons spontanément. Il conditionne une grande partie de notre satisfaction envers nous, de notre morale, de nos audaces et de nos renoncements. Comme une sorte de petit génie malveillant et inhibant perché sur notre épaule qui nous pousserait à gémir plutôt qu'à agir, à renoncer plutôt qu'à avancer. Sortir du murmure confus de nos âmes. À propos de notre pensée, lorsqu'elle erre dans cet entre-deux, ni pensée volontaire de la résolution d'un problème, ni pensée active de la construction d'un projet, le philosophe André Comte-Sponville parle de ce murmure confus de notre âme. La formule est juste et belle. Clarifier ce murmure confus, en faire un véritable usage et non le subir, faire de sa pensée un outil, lorsque c'est nous-mêmes qui sommes son objet, cela ne va pas de soi. Nous ne le faisons pas tout seuls, ou rarement, parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, parce qu'on ne nous l'a jamais appris. D'ailleurs, il est rare que quelqu'un se parle à lui-même. Autrefois, c'était un signe de folie plus que de sagesse, seuls les délirants le faisaient. Aujourd'hui, la scène est devenue courante dans les rues, mais il s'agit le plus souvent de personnes téléphonant à l'aide d'une oreillette. Souvent, pour apprendre à nous parler à nous-mêmes, nous allons chez un psychothérapeute. Pas seulement pour parler de nous, contrairement à ce que croient beaucoup de personnes, mais aussi pour nous parler à nous-mêmes. Une bonne partie de l'efficacité de la psychothérapie me semble venir de cela. Régulièrement, aller voir quelqu'un dont le travail consiste à faire réfléchir sur soi, et qui nous aide à nous extraire de ce murmure confus, de ces approximations, de ces habitudes, de ce prêt-à-penser qui est notre quotidien. Qui nous aide à réfléchir, c'est-à-dire non pas vaguement ruminer, mais faire des phrases, mettre des mots et donc préciser de vagues sensations ou intuitions. Chercher comment se sont construites nos difficultés, comment elles se maintiennent, ce que nous nous en disons à nous-mêmes. Nous sortons alors de l'exercice, du moins lorsque la thérapie s'est bien passée, avec des capacités accrues d'autoréflexion. Il ne faut pas, dans ce domaine comme dans d'autres, dépasser la dose. Il y a d'autres sujets de réflexion nécessaires que soi-même. Une thérapie interminable pourrait nous rendre obsédés de nous,
mais une thérapie réussie va nous donner cette précieuse capacité de dialogue avec nous-mêmes. On peut aussi cependant, et c'est le cas le plus fréquent, se passer de thérapeute. L'art de se parler à soi-même. Longtemps, le rapport avec soi est passé par la philosophie ou la spiritualité. Les premiers à s'y être livrés furent les philosophes stoïciens. Épictète, Marc Aurèle, Sénèque nous ont ainsi laissé des œuvres où ils témoignent de leurs efforts pour clarifier leurs pensées et pacifier leurs âmes. Puis les penseurs chrétiens, par exemple saint Augustin dans ses Confessions, se sont prêtés à l'exercice dans le même but d'amélioration de soi, mais au travers de la soumission à la volonté divine. Ce fut alors la tradition des exercices spirituels de la tradition catholique, dont les plus célèbres sont ceux de saint Ignace de Loyola. Ce dernier écrivait ainsi « Par le mot même d'exercice spirituel, on comprend toute façon d'examiner sa propre conscience et aussi de méditer, de contempler, de prier mentalement et vocalement et enfin de mener toutes les autres activités spirituelles, comme on le dira par la suite. De même, en effet, que se promener, marcher et courir sont des exercices corporels, de même préparer et disposer l'âme sont des exercices spirituels. Lorsqu'on a soi-même cherché à pratiquer ces exercices, quel qu'en soit le contexte, laïque ou spirituel, 3 constatations s'imposent. 1. C'est immensément et étonnamment difficile au début. 2. Cela s'apprend et il y a des règles. 3. Ça fait du bien. Faites l'expérience. Tenez, essayez. Posez ce livre et commencez à réfléchir à ce que vous voulez. Par exemple, faites comme les enfants une petite prière pour souhaiter quelque chose ou pour remercier quelqu'un. Ou réfléchissez à ce que vous voudriez faire de votre vie. Essayez de préciser les mots, d'enchaîner les idées, de ne pas en rester à une vague intention floue. N'essayez pas de réfléchir à, faites-le vraiment. Voyez comme l'exercice est moins facile que prévu, et comme votre pensée vagabonde ou cherche un support extérieur, comme ce serait plus facile si quelqu'un vous posait des questions et vous forçait à préciser votre pensée, et vous ramener doucement et régulièrement vers cette réflexion au lieu de laisser votre esprit vagabonder et penser aussi à 1000 autres choses. Pas étonnant que ce soit difficile. Nous ne le faisons jamais vraiment. Nous nous parlons toujours à nous-mêmes, mais toujours de manière floue. Bavardage superficiel et stéréotypé, rumination que nous abandonnons à leur destin. Qu'est-ce qui peut nous aider? Les rendez-vous avec soi-même, journal intime et temps de méditation. De nombreux auteurs ont souligné l'intérêt psychologique de cette écriture de soi que représente le journal intime. Cela a clairement été montré chez les personnes qui ont vécu des événements traumatisants ou du moins très douloureux. On a cerné ce qui était alors efficace. Écrire non pas seulement les événements, mais aussi leur impact sur nous, nos pensées, nos émotions et aussi le lien entre tout cela. On retrouve en général qu'à court terme, écrire sur des événements pénibles, tout comme y réfléchir, peut augmenter la douleur ou provoquer des émotions pénibles. Mais à terme, les bénéfices sont systématiques. Il est souhaitable que l'exercice soit régulier, à défaut d'être quotidien. On n'est d'ailleurs pas obligé d'écrire chaque jour. On peut aussi prendre chaque matin ou chaque soir quelques instants pour réfléchir sur soi. Que m'est-il arrivé aujourd'hui? D'agréable, de moins agréable? Qu'ai-je appris? Comment me suis-je comporté avec moi-même, avec les autres, etc. Ce genre de liste est évidemment personnalisé en fonction des besoins et aussi des croyances ou non-croyances de chacun. Nous avions mis un jour au point avec un patient une méthode qu'il avait nommée OMDM pour « Oui, maintenant, demain, merci ». Tous les soirs, il passait quelques minutes à réfléchir selon ces 4 étapes. Oui pour acceptation. Je laisse venir à ma conscience
tout ce qui se passe dans ma vie actuellement, les événements et mes réactions aux événements, et je l'accepte sans juger ou réagir trop vite. Maintenant pour « Que faire alors ?» dans cet instant précis où ces pensées et émotions m'arrivent. M'apaiser, réfléchir, puis arrêter de ruminer. Demain, pour ce que je souhaite faire demain, de la situation et de mes réactions. Merci pour un petit exercice de gratitude envers un instant de la journée, une parole ou un geste de quelqu'un qui ont représenté un moment agréable. Nous reparlerons de ce genre d'exercice plus loin. L'avantage des exercices tout prêts, comme le précédent, est qu'ils simplifient la démarche en la structurant et nous forcent à clarifier la confusion de notre expérience intime, mélange d'impressions, d'images, de sentiments flous et de pensées vagues. Lors de ces exercices, on recommande de toujours formuler clairement les phrases, les questions, les réponses. Cela paraît naïf, mais faire cet effort d'articuler les phrases fait passer notre pensée du flou au précis et donc de l'inutilisable à l'utilisable. Les mots façonnent et modulent la réalité. Si dans votre enfance on vous disait, et vous répétait, en cas de maladresse ou d'erreur de votre part, « Mais que tu es nul, qu'ai-je fait au bon Dieu pour avoir un enfant aussi stupide ?» Cela n'avait sûrement pas le même effet que « Fais attention, s'il te plaît, fais ça plus lentement, tu verras, tu t'en sortiras mieux. » L'impact des formulations sur l'estime de soi est ainsi considérable, d'autant plus que nous sommes activés émotionnellement. Les plus grands écrivains se sont prêtés à ces écritures du moi. Mais en s'y soumettant soi-même, on remarquera rapidement que ces exercices de mise en mots, notamment dans le cas du journal intime, sont aussi des exercices d'humilité. Ils nous révèlent parfois le vide de nos pensées, ou plutôt leur manque d'originalité ou de densité. Portés par l'émotion du moment, nous avons parfois l'impression d'une idée géniale. Prenons quelques minutes pour la mettre en phrase ou la porter sur le papier, et elle n'est plus si géniale. Douloureux? Sans doute. Vaut-il mieux garder toute sa vie l'illusion qu'on aurait pu être, si on s'en était donné la peine, un grand esprit ou un grand philosophe? Cela se discute. Mais le prix à payer, des illusions sur ses éventuelles capacités littéraires ou ses traits de génie, n'est pas si élevé par rapport au gain, la clarification et la densification de sa pensée. L'estime de soi n'a pas grand intérêt à se nourrir d'illusions mensongères sur ses capacités. Quand se livrer à ces exercices? Toutes les écoles de philosophie ou de spiritualité recommandent de leur consacrer un temps spécifique, en général le matin ou le soir. Le matin, se lever quelques minutes plus tôt, respirer face à une fenêtre ou se parler à soi-même. Le soir, au lieu de se saisir d'un livre ou d'une revue, ou pire de traîner devant son poste de télé, s'allonger et réfléchir à sa journée dans les termes que l'on aura choisis. Je me souviens ainsi d'un stage de méditation appliquée à la psychothérapie que j'avais effectué avec une vingtaine de collègues de différents pays d'Europe dans la paix des montagnes suisses. Une consigne très utile était qu'après la méditation collective du soir, il nous était demandé de regagner nos chambres et de ne plus parler, lire, téléphoner, écrire jusqu'au lendemain matin. Il fallait donc ne rien faire, réfléchir, méditer. Le premier soir, tout le monde était un peu désorienté. Cette consigne toute simple me fit comprendre par l'expérience, et pas seulement intellectuellement, car j'en étais déjà convaincu, à quel point les distracteurs de notre quotidien nous écartent de nous-mêmes. Parler, lire, regarder la télé ou écouter la musique, tout cela peut représenter une façon de ne pas réfléchir tranquillement et régulièrement à nous. Il me reste de ce stage, entre autres apports importants, l'habitude de refaire l'exercice régulièrement. Méditer le soir au lit avant de m'endormir, ne pas systématiquement mettre la radio dans la voiture ou dans la cuisine, ne pas systématiquement me plonger dans un livre dans les transports en commun. Nous devons prendre ou reprendre
l'habitude de réfléchir, les yeux ouverts, sur notre vie. Lutter contre la tentation d'enchaîner les activités, les pensées, les sollicitations. Se libérer justement de ces chaînes. Au moins de temps en temps, nous en avons choisi certaines et d'autres ne sont pas si avilissantes, mais prendre quelques secondes pour réfléchir à ce que nous venons de faire des heures ou des jours de vie qui se sont écoulés. Libérer notre esprit et décaler notre regard. Simplement observer l'instant présent, au lieu de le traverser avec les yeux de l'esprit fermés. Faut-il se parler positivement? Le rôle des ambiances mentales. Me dire des choses positives, est-ce bien? N'est-ce pas de l'autosuggestion? On nous pose souvent cette question en psychothérapie. On pense tout de suite à Émile Coué, le pharmacien de Nancy, qui mit au point au XIXe siècle sa célèbre méthode fondée sur la conviction suivante: toute pensée occupant uniquement notre esprit devient vraie pour nous et a tendance à se transformer en acte. Simpliste? À relire Coué dans le détail, on peut être tenté de réhabiliter sa mémoire. Compte tenu de ce que l'on savait à son époque, ses intuitions étaient bonnes, notamment sur le rôle toxique des contenus de pensée négatifs, même s'il a clairement surestimé le pouvoir des pensées positives à se répéter inlassablement. Dans de récentes études, on a pu montrer l'existence d'influences inconscientes sur l'estime de soi. Par exemple, la présentation subliminale du mot « je » sur un écran d'ordinateur, avant que ne s'inscrivent sur ce même écran des adjectifs positifs, courageux, sympathique, intelligent, va augmenter l'estime de soi implicite des sujets volontaires et les rendre ensuite plus résistants à des critiques portant sur leur intelligence, par exemple. Ce type de travaux ne démontre pas qu'il faut se tenir sans arrêt des discours positifs. Inutile d'attendre des miracles de ce type d'outils psychologiques. Mais vu la difficulté qu'il y a à se changer, il vaut mieux n'en négliger aucun. Sachant qu'il n'existe pas à ce jour de cure miracle de l'estime de soi, la multiplication des gestes d'écologie psychologique tels que celui-ci, ne pas se polluer inutilement la tête, est souhaitable. Ces recherches soulignent, à mon avis, l'importance des ambiances et des bains en matière d'estime de soi. Ces ambiances mentales jouent un rôle important. Elles sont composées d'un tas de petits messages subliminaux dont aucun ne pèse lourd en lui-même, mais dont l'effet cumulé, année après année, devient important. Si vous avez été abîmé durant votre enfance par un discours systématiquement dévalorisant à votre égard, par des petites phrases quotidiennement répétées, même les pas si méchantes, comme « laisse, je vais le faire, sinon il va encore y avoir une catastrophe ». Pourquoi continuer le même travail de démolition à l'âge adulte? Nous savons tous qu'il y a des personnes qui nous font du bien parce qu'elles ont un regard positif sur nous et que ce regard positif s'exprime de manière subtile, au travers justement de petites micro-associations véhiculées par l'usage de mots positifs s'adressant à nous. Lorsque je travaille sur les problèmes d'estime de soi de mes patients, je suis conscient que c'est l'une des composantes importantes de la thérapie. Souligner leur succès, leur qualité, leur réussite. Leur en attribuer l'origine et le mérite. Faire tout cela de manière discrète, banalisée, non officielle. Ne pas chercher à leur remonter le moral, mais simplement leur rendre justice. Comme je souhaite qu'ils le fassent peu à peu pour eux-mêmes. Se féliciter tranquillement et sans emphase pour ce que l'on a fait de bien paraît une manière très écologique de conforter son estime de soi. Prononcer clairement ces phrases, au moins mentalement. Pensez aussi à ne pas se laisser contaminer par la compétitivité. Nous verrons plus loin pourquoi « tu es le meilleur »,« tu as gagné » ne sont pas toujours adaptés. Préférez « tu as bien joué, tu as fait ce qu'il fallait ». Inutile de se célébrer. Il suffit de reconnaître ce que l'on fait de bien, d'ouvrir les yeux sur ses qualités, simplement. Les limites du dialogue avec soi-même.
C'est ce journal qui me permet de résister au monde hostile. À lui seul je puis compter ce qui m'afflige ou me pèse. Ce confident m'affranchit de beaucoup d'autres. Le danger, c'est qu'il évapore en paroles aussi bien mes résolutions que mes peines. Il tente à me dispenser de vivre, à me remplacer la vie. Ces lignes, issues du plus gros journal intime que nous connaissions, celui du Suisse Amiel, montrent clairement les bénéfices et les limites de l'exercice de l'autoconfession et plus largement du dialogue avec soi-même. Nous avons vu qu'il est légitime de le clarifier et de le développer, qu'il est utile de lui donner aussi une orientation positive et pas seulement critique. Mais ce monologue intérieur qui doit nous conforter a pour vocation de se substituer aux ruminations, non aux échanges avec autrui ni à l'action. Nous en reparlerons.